Bon, j'ai une présentation, mais j'ai pas arrêté de faire des présentations aujourd'hui, donc je vais peut-être m'en mêler les pinceaux dans les slides et tout ça, donc c'est pas mon vouloir. Et c'est juste un point de départ pour une discussion, et l'idée c'est pas de vous donner une quelconque théorie ou quoi que ce soit, c'est plus d'engager la discussion et de partager avec vous alors la vision Cassitrix de comment l'informatique évolue et quelles sont les solutions qu'on met aujourd'hui en place chez des clients pour répondre à ces problèmes. Alors la grosse tendance c'est de la mobilité et évidemment supportée par du cloud computing. Alors on va essayer de voir dans la présentation qu'est-ce qui a vraiment changé et puis comment est-ce qu'on peut accompagner cette transition avec des technologies. On a fait une enquête, en fait, l'année dernière, et on a constaté qu'en moyenne, les utilisateurs en entreprise avaient tous au moins 3 devices. Et je pense qu'on peut faire le test. Beaucoup d'entre vous ont un smartphone dans la poche, parfois 2, un PC portable, peut-être un PC fixe à la maison, et pourquoi pas une tablette en plus. Et on est vite au compte. Alors, dans le monde de l'entreprise, les employés, ils ont envie d'utiliser ce téléphone, cette tablette pour bosser, parce que c'est quand même plus sympa de bosser sur sa tablette quand on a envie, plutôt que d'être forcément connecté, assis à son bureau sur un PC de bureau. Autre grosse tendance, de plus en plus les employés sont mobiles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément au bureau pour travailler, ils ont besoin de faire des choses, mais ailleurs. Et ça pose un problème quand on a une informatique traditionnelle avec un PC et son câble réseau, parce que dès que l'employé n'est plus au bureau, il reprend du papier, et quand il revient, il faut qu'il saisisse le papier, et donc on fait 2 fois le travail, on perd pas mal de temps. Et l'autre grosse tendance, c'est tout ce qui est software as a service. La croissance a été énorme. Je pense que tous les utilisateurs de smartphones aujourd'hui peuvent le confirmer. On va donner le crédit à Apple, l'App Store a complètement changé notre façon d'aborder les problèmes. Aujourd'hui, dès qu'on se pose une question, on va voir s'il y a une application qui y répond. Et vous êtes une génération qui pose un problème, je fais exprès d'être un petit peu... qui pose un problème aux gens qui gèrent les ressources humaines et l'informatique dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que vous arrivez, vous avez des habitudes qui sont radicalement différentes, vous êtes habitué à utiliser des réseaux sociaux, alors essentiellement pour vous amuser aujourd'hui, mais s'il faut les utiliser pour travailler, et je pense que vous le faites probablement déjà dans vos études, pourquoi pas utiliser ces réseaux sociaux ou en tout cas les technologies qui sont associées pour vous aider à être plus efficace. Et en ça, dans beaucoup d'entreprises, c'est un peu difficile à gérer parce que on sait vous donner un PC bien précis avec une certaine liste d'applications et on communique par email d'une certaine manière et pas forcément de manière déstructurée comme on peut le faire avec des choses comme Facebook. Donc c'est vrai que pour les entreprises, ça ne va pas être toujours évident et notamment aux États-Unis, la tendance est assez forte. C'est un vrai challenge pour les entreprises de 1. Recruter des talents et 2. Conserver les talents. Et on ne conserve pas des talents en leur imposant des contraintes de type il faut que tu viennes au bureau entre 9h et 17h et que tu utilises le gros PC tout moche, tout noir, tout gris qu'on te met sous la table. Alors, si on regarde la fameuse entreprise un peu traditionnelle, elle vous fournit un PC quand vous arrivez, et puis un certain nombre d'applications qui sont installées dans son data center. Vous savez, cette salle où il fait froid en général, c'est tout fermé, il faut mettre des empreintes digitales. Bon, au Maroc, c'est un petit peu plus souple. Des fois, la porte avec les empreintes digitales, elle est tout le temps ouverte. Pas très grave, il faut croire que c'est pas très important ce qu'il y a dedans. Vous allez retrouver les machines et toute la panoplie d'applications. Alors, ça va du serveur messagerie, l'ERP, les bases de données, etc., etc. Et puis, ce qui s'est passé sur les dernières années, c'est qu'on a des utilisateurs qui sont arrivés avec leur smartphone, on commençait à se dire « Ah tiens, j'aimerais bien avoir mes emails sur mon smartphone ». Puis après, je voudrais bien pouvoir accéder à d'autres choses de l'entreprise parce que quand je suis en déplacement, j'ai besoin de faire des choses et si je pouvais me connecter, ça me rendrait service. Le problème, c'est que le téléphone que j'amène ou la tablette que j'amène, ils sont absolument pas gérés par le service sécurité de l'entreprise. Donc là, potentiellement, c'est un gros risque de fuite de données ou pire. De l'autre côté, quand on arrive avec son smartphone ou sa tablette, la première chose qu'on fait, c'est qu'on installe des applications et on va utiliser des applications qu'on va télécharger sur l'Apple Store pour travailler.
Ça peut être, je ne sais pas, Evernote pour prendre des notes ou des choses comme ça. Le OneNote pour faire plaisir à Tarek. Il y a un certain nombre d'applications, un Dropbox par exemple, on peut l'utiliser pour des raisons professionnelles. Mais ça, dans une entreprise, Dropbox, c'est juste une catastrophe. Pourquoi? Parce que c'est des données qui partent, on ne sait pas où, on ne sait pas qui y accède, on ne sait pas comment. Donc c'est quand on a un peu de données confidentielles, vous imaginez une banque, des fichiers clients, des choses comme ça, c'est super pratique pour l'employé de se dire « Ah, je vais dans mon Dropbox, je rentre à la maison, je continue à travailler ». Ouais, mais sauf qu'entre les deux, le Dropbox, on ne sait pas trop où il traîne, peut-être sur un autre device sur lequel on s'est connecté, enfin c'est assez problématique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IT traditionnelle, elle a un petit peu de mal à appréhender tout ce qu'il y a autour et qui n'est pas contrôlé du tout. Et pour autant, qui peuvent servir de manière professionnelle à l'utilisateur, c'est pas que du loisir. Je pense que vous avez probablement utilisé Dropbox jusqu'à présent pour partager, je sais pas, des devoirs, des trucs, des travaux que vous faisiez. Donc c'est pas complètement inutile et contre-productif, au contraire, ça peut être extrêmement productif. Pour autant, le fait de perdre complètement le contrôle, c'est un petit peu embêtant. Alors si vous regardez bien cette image, ce qui est intéressant de voir, c'est que grosso modo, qu'est-ce qui supporte la plupart de ce qu'on fait sur un smartphone ou une tablette? C'est des services cloud. Qu'est-ce qui supporte le stockage de données principalement aujourd'hui? C'est des services cloud. Qu'est-ce qui supporte les applications type Salesforce? Oh, du cloud encore, etc., etc. Et finalement, si vous regardez bien, le PC est en train de disparaître au profit de... alors on parle nous de l'ère du cloud, mais c'est finalement on veut opposer l'ère du PC, où le PC régnait en maître, on avait tout sur son PC, les applications, les données, etc., à une ère où finalement maintenant on a tout dans le cloud, on a ses emails, ses données, etc., et puis on va y accéder avec n'importe quoi, n'importe quelle tablette, Mac, Linux, peu importe, navigateur web, tout ce qu'on veut. Alors pour revenir à Citrix, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu ce nom-là, parce que c'est une vieille compagnie, en fait, c'est une compagnie qui a 25 ans, donc c'est pas trop connu. Mais pour la petite histoire, c'est une société qui a créé l'accès à distance à des applications qui étaient sur des serveurs. Donc là, aujourd'hui, il y a une trace que vous connaissez peut-être qui s'appelle RDS, ou Terminal Server, sur Windows Server. Et en fait, ça, c'est une technologie qui avait été développée par Citrix, qui a été vendue à Microsoft par la suite, et qui est toujours d'actualité. Et l'idée, c'était de dire, on a des gros systèmes, alors à l'époque, c'était aussi des mainframes, sur lesquels on installait des applications, et dans les bureaux régionaux, on ne pouvait pas s'amuser à mettre un mainframe et installer la même chose, donc on avait créé ces technologies pour offrir un accès distant à ces mainframes. Et puis les dernières années, on a vu arriver de la virtualisation dans tous les sens. On a commencé à parler de virtualisation des serveurs et puis du poste de travail. Alors au Maroc, en ce moment, on parle énormément de virtualisation du poste de travail. Le fait que XP arrive en fin de vie, ça aide beaucoup. Les gens commencent à se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire du PC? Est-ce qu'on va continuer à acheter des PC avec des systèmes qu'il faut gérer? Ou est-ce qu'on va essayer de trouver des solutions un petit peu plus intelligentes au problème du PC en utilisant justement la virtualisation? Et quand on a passé l'étape de virtualiser le poste de travail, on se dit mais finalement, je ne suis plus lié à du matériel. Mon poste de travail, mes outils de productivité, ils ne sont pas liés à du matériel. Donc à partir de ce moment-là, rien ne m'empêche de les utiliser de n'importe où. Je peux très bien utiliser ces outils, ok, au bureau, mais chez moi, dans le train, sur mon téléphone, etc., etc. Et la logique est vraiment de définir quelque chose qu'on a appelé chez Citrix le Mobile Work Style, qui consiste à dire que finalement, le travail, c'est plus un lieu où on va, c'est plus, on va plus attacher ça à des tâches qu'on a à faire, et ces tâches-là, potentiellement, on n'a pas besoin d'être à un endroit précis pour les faire. Et tout l'objectif des technologies qu'on développe aujourd'hui, c'est de permettre de faire en sorte qu'un utilisateur puisse travailler de n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel device. Alors évidemment, ça a pas mal de contraintes. Bon, ça c'est ce que je viens de vous dire, donc on va passer un peu vite. La principale motivation de ça, c'est de faire en sorte que les gens travaillent mieux. Vous êtes tous étudiants ou certains d'entre vous travaillent déjà? Les deux. Les deux?
Moi, je pense que quand on était étudiant, je ne sais pas si vous faisiez comme moi, mais moi, j'avais une petite tendance à travailler tard le soir pour le lendemain. Je sais que c'est pas bien, on va s'organiser, machin, mais bon, de temps en temps on se laisse un peu déborder et forcément on finit à la dernière minute et tard le soir. Imaginez dans un environnement professionnel, c'est vrai que moi j'avais un peu de mauvaises habitudes et j'ai aussi de temps en temps gardé ces mauvaises habitudes de pas forcément travailler en même temps que tout le monde. Alors en plus maintenant j'ai une bonne excuse, j'habite à Dubaï, je travaille avec le Maroc, donc j'ai 4 heures de décalage horaire, donc forcément il y a des moments où je suis obligé de travailler le soir. Et j'ai pas forcément envie de me lever le matin à 8h parce que j'ai personne à qui téléphoner. Donc un des objectifs de cette philosophie de Mobile Work Style, c'est de permettre de travailler mieux, de travailler quand on a envie. Et la conséquence immédiate, c'est que dès l'instant où vous êtes dans des conditions favorables, vous allez être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif, plus créatif, parce que vous allez dans un environnement qui vous plaît. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, l'autre conséquence, c'est que si vous êtes dans un environnement qui vous plaît, globalement, vous allez vous sentir mieux dans vos baskets. Et c'est un peu le cercle vicieux, enfin vertueux, on va dire. C'est que si vous vous sentez bien dans vos baskets, vous allez être plus productif, plus efficace, plus créatif pour faire votre travail au quotidien. Donc au final, pour une entreprise, c'est tout à son avantage d'avoir des gens qui sont bien dynamiques, énergiques, force de proposition, parce qu'ils sont bien dans leur basket. Donc c'est vraiment la philosophie qu'on a chez Citrix, c'est de se dire que finalement, en utilisant des technologies et en assouplissant le mode de travail, en le rendant plus efficace, on va avoir des gens qui sont mieux et qui seront du coup beaucoup plus productifs pour leurs entreprises. Alors, côté, si on revient maintenant sur l'IT, la problématique c'est que je vous dis, ouais, Mobile Work Style, super, il faut que je puisse travailler depuis mon iPad, ma tablette. Ouais, mais alors là, pensez, je suis un IT manager, j'ai l'habitude de gérer des PC. Maintenant, j'ai une première flopée de gens qui arrivent avec des iPhones et qui me disent, je veux l'utiliser. Et puis, 6 mois après, j'ai d'autres personnes qui viennent avec la nouvelle génération d'iPhone qui ne marche pas pareil que la précédente, mais qui veut aussi l'utiliser. Puis après, j'ai la version Android, et là, j'ai 5 versions d'Android qui vont se télescoper, et il faut que je sois capable de fournir à tous ces gens-là le même niveau de service, le même niveau de sécurité, pour satisfaire à la fois mes contraintes, moi entreprise de sécurité, et en même temps le besoin en information, application, etc. C'est un peu le casse-tête. Donc prendre plateforme après plateforme, c'est quelque chose de très très pénible. D'autant que si vous regardez l'actualité en général, etc., on est de plus en plus confronté à des problématiques de régulation. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore trop penché sur le sujet, mais depuis quelques années, dans le secteur de la finance, par exemple, à chaque fois qu'il y a une grande crise dans le secteur financier, on se dit « Ouh là là, il ne faut pas que ça recommence », et hop, on va mettre des lois, des règles pour que les banques fassent un peu moins de crédits, ou soient un peu plus couvertes pour les crédits, etc. Donc de plus en plus, les environnements sont régulés. Et quand vous êtes une banque, par exemple, si vous voulez pouvoir opérer à l'international, vous allez être obligé de respecter ces règles qui sont fixées par les organismes internationaux. Et si vous ne les respectez pas, tant pis pour vous, vous allez rester dans votre coin et vous ne pourrez pas avoir de croissance. Donc respecter les règles internationales, c'est devenu une obligation pour des sociétés qui ont une volonté de grossir, et c'est le cas de toutes les sociétés. Malheureusement, c'est souvent très contraignant, et de plus en plus, le gros phénomène depuis une dizaine d'années, c'est que ces contraintes de régulation, dans les banques notamment, elles intervenaient que sur le montant des capitaux qui étaient nécessaires dans la banque pour couvrir les risques de crédit, mais de plus en plus, maintenant, on intègre le risque lié à l'infrastructure IT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une banque, on lui demande de se protéger et de couvrir son risque IT. Parce qu'on se dit que si une banque, elle perd son système d'information, c'est juste tout son business qui s'écroule. Donc de plus en plus, l'IT, la régulation de l'IT devient quelque chose d'important dans la régulation. Alors notre Mobile Work Style, si j'essaye d'y revenir et de le décrire. En gros, je veux pouvoir travailler sur n'importe quel type de bureau,
effectivement dans le bureau de la société, mais pourquoi pas de chez moi, dans le train, dans l'avion, peu importe. Je veux pouvoir travailler sur n'importe quoi, sur mon téléphone, ma tablette, les choses que j'ai choisies, et pas forcément les choses qu'on m'impose, que la société m'impose. Mais pour autant, quand je suis gestionnaire d'un système d'information, il faut que je m'assure, de la conformité aux fameuses réglementations. Je m'assure que tout est bien protégé et conforme, mais il faut aussi que je m'assure que tous les services que je vais offrir à mes utilisateurs, les applications, etc., ils soient tout le temps disponibles. Je leur dis travaillez quand vous voulez, mais si mes systèmes ne sont pas disponibles tout le temps, ça ne va pas servir à grand chose. Et évidemment, point très important, la mobilité, ça veut dire aussi qu'on va passer par des contraintes de réseau qui sont assez fortes, que ce soit en termes de débit, bande passante, latence, etc., mais également sur des problématiques de sécurité. La sécurité d'un réseau d'entreprise, c'est pas la même que celle d'un cybercafé ou d'un réseau 3G, par exemple, d'un réseau public. Donc il va falloir aussi gérer avec ça. Le dernier point important, c'est cette notion d'App Store. Je vous le disais tout à l'heure, maintenant, ceux qui ont un smartphone, je pense que je ne dois pas être le seul à faire ça. Vous devez faire comme moi, quand on se dit tiens, je voudrais bien faire ça, hop, on va essayer de taper quelques mots-clés dans l'App Store ou dans le Play Store pour trouver l'application qui va faire à peu près ce qu'on veut. Et ça, c'est votre génération, c'est un changement d'habitude. Et globalement, c'est aussi quelque chose que l'entreprise doit prendre en considération. Et on n'est plus dans un modèle où on va dire tiens, voilà un PC avec les applications de l'entreprise. On va plus se mettre dans une logique, on va proposer un certain nombre de services aux utilisateurs et à l'utilisateur d'aller choisir les services qu'ils veulent utiliser pour faire leur job. Alors concrètement, notre utilisateur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de chez lui, on va le symboliser, mais quand il est en balade dans le train, il va utiliser son smartphone. Quand il va être à la maison tranquillement devant la télé, il va utiliser sa tablette. Et puis il va pouvoir utiliser son laptop et son PC de bureau, au bureau, en déplacement, enfin peu importe. Donc mon utilisateur, il va avoir besoin d'une couche réseau sécurisée, donc une infrastructure qui va lui garantir l'accès aux applications et de manière sécurisée. L'essentiel de l'informatique aujourd'hui, c'est des applications Windows. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est une réalité et on ne pourra pas le changer avant un long moment. De plus en plus, on travaille avec des périphériques mobiles, donc que ce soit Windows, Android, etc. Et on va avoir envie d'utiliser plutôt des applications mobiles, qui sont pensées pour le mobile sur un périphérique mobile, plutôt que d'utiliser des applications Windows sur un périphérique mobile. Il y a des fois où on n'a pas le choix, mais si possible, on va toujours préférer des applications mobiles natives. Quand on veut travailler, on a besoin d'applications, on a aussi besoin de données. Word tout seul, si je ne peux pas sauver quoi que ce soit, ça ne va pas servir à grand chose. C'est bien pour s'entraîner à taper, mais on se lasse vite. Donc le partage, ou la mise à disposition des données, c'est aussi quelque chose qui est essentiel pour un utilisateur productif de n'importe où. Ça veut dire que mon utilisateur, de n'importe où, sur n'importe quel device, il doit pouvoir accéder à ces données. Alors là, vous pouvez commencer à vous dire « Oula, mais ça va quand même être compliqué, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des copies un peu partout. » Pourquoi pas, mais ça veut dire que si j'ai des copies partout, si je perds mon téléphone, potentiellement quelqu'un va accéder à mes données. Si c'est des données confidentielles, oui. Et puis quand on commence à parler mobile work style, il y a autre chose qui apparaît, c'est que, imaginez, l'étape ultime, vous êtes dans une entreprise qui a tellement développé son mobile work style que vous n'êtes même plus obligé d'aller au bureau. Vous pouvez travailler de chez vous. Fabuleux, mais dans une entreprise, on a besoin de collaborer avec des collègues. Et si on ne les voit plus, il faut trouver une alternative. Et l'aspect collaboration, alors l'email c'est bien, mais Tariq connaît un petit peu mon mode de fonctionnement. Des emails, j'en reçois 250 par jour, donc si je réponds pas immédiatement, ils passent vite au fond d'une pile et ça m'arrive d'oublier quoi. Donc c'est un petit peu, c'est pas forcément le moyen le plus efficace, c'est pas forcément le moyen le plus rapide pour avoir une réponse. Alors je pense que vous êtes des fans de Facebook, de Messenger, etc. Donc Facebook Messenger, WhatsApp,
ça y va, et c'est vrai que c'est pratique, ça permet d'avoir des réponses beaucoup plus rapides. Maintenant, quand on veut partager des documents, le Facebook Messenger ou WhatsApp, c'est pas l'idéal, quoi. Donc la partie collaboration est quelque chose qui devient important au sens webcast, web sharing, où vous allez partager les documents, votre écran, et faire des présentations avec d'autres interlocuteurs qui pourront parler, vous voir, etc. Alors évidemment, comme on veut que tout ça, ça soit sécurisé, il faut qu'on s'assure que, d'une part, de ce côté-là, on arrive à garantir un minimum de sécurité. De l'autre côté aussi, il faut qu'on s'assure que notre infrastructure elle est bien sécurisée et toujours disponible. Concrètement, si vous regardez le challenge de la mobilité, si on décompose, si on reprend les différents éléments, la première chose qu'on veut faire, c'est sécuriser le périphérique mobile. D'accord ? Donc pour ça, il y a des solutions qui s'appellent le Mobile Device Management, MDM. Donc vous avez plusieurs acteurs sur le sujet. On va en parler juste après. Donc ça, le MDM, ça vous permet en tant que gestionnaire, que manager, IT manager, de dire « Ah, je vais configurer à distance la connexion Wi-Fi des smartphones des employés. » Ou je vais configurer à distance un accès VPN pour qu'ils puissent se connecter depuis leur smartphone à mon data center. Je vais aussi pouvoir mettre des restrictions sur le device, donc dire je ne veux pas qu'ils utilisent la webcam, ou je veux désactiver le copier-coller, ou je ne veux pas qu'ils utilisent l'appareil photo. Donc ça, on va appliquer ces restrictions au niveau du téléphone, par exemple du smartphone dans son ensemble, ou de la tablette. Le problème, c'est que bien souvent, le smartphone, il n'est pas fourni par l'entreprise. C'est un choix personnel, c'est l'utilisateur qui vient dans l'entreprise avec son smartphone et qui veut l'utiliser pour des raisons professionnelles, pour être plus efficace, mais ça reste le sien. Donc je ne sais pas combien d'entre vous accepteraient de venir avec leur smartphone et qu'on leur dise « Ah, ok, tu vas pouvoir avoir tes mails, mais interdit d'utiliser Facebook, interdit d'utiliser la caméra, interdit d'utiliser le GPS. » Je pense que vous allez tous dire « Ah bah tant pis, j'utilise pas mon smartphone perso pour les emails, parce que c'est votre façon de travailler, c'est votre vie, votre smartphone, vous avez envie d'en faire ce que vous voulez. » Donc d'un point de vue entreprise, l'étape suivante, c'est de dire bah ok, les restrictions au niveau du device, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut appliquer. Donc il faut aussi qu'on soit capable d'appliquer des restrictions au niveau de l'application. Puisqu'on ne peut pas l'appliquer sur l'ensemble du téléphone, on va essayer d'appliquer des restrictions au niveau de l'application, de dire bah voilà, quand mon employé il utilise mon application professionnelle, je veux m'assurer qu'il ne fait pas de copier-coller à ce moment-là. Donc je le désactive, mais uniquement quand il utilise mon application. Donc comme ça, je suis sûr qu'il ne va pas aller prendre des données de l'application métier et la copier vers Facebook par exemple, ou des choses comme ça. L'autre sujet qui est important, c'est la partie email et web. C'est souvent le premier sujet de mobilité en fait. Quand on commence à parler de stratégie de mobilité dans l'entreprise, les gens me disent ah bah ouais, on veut les emails sur les smartphones. Et ça tombe bien, sur les smartphones, il y a toujours une appli mail cliente native qui marche très bien, mais qui n'est absolument pas sécurisée. Aujourd'hui, sur votre smartphone, vous pouvez avoir vos comptes mail perso, pro, et tout se mélange, et vas-y que je te prends les emails de l'un et que je vais les renvoyer par l'autre, copier-coller, tout ce que je veux. Donc dans une société où vous manipulez des données confidentielles par email, c'est un peu léger de dire oh bah faites ce que vous voulez avec les emails, on vous fait confiance. C'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui énormément. Hein. Pratiquement toutes les entreprises qui autorisent l'email sur les téléphones n'ont pas pensé que peut-être les utilisateurs pouvaient retransférer avec un autre compte, enfin et faire n'importe quoi avec les emails. Donc la problématique c'est d'avoir un client email qui va être sécurisé et qui va être dissocié du client natif et sur lequel vous allez pouvoir imposer un certain nombre de restrictions, typiquement des restrictions sur du copier-coller. Vous ne voulez pas qu'il y ait du copier-coller entre vos emails pro et des emails perso par exemple, des choses comme ça. Autre problématique, le partage des données, enfin on en parlait tout à l'heure. Si je veux être efficace, il y a un moment donné, il faut que j'accède à mes documents. Et donc pour ça, il faut que j'y accède aussi depuis mon terminal mobile. Bon, la collaboration, oui, aujourd'hui, moi j'ai pas allumé, enfin si j'ai allumé mon ordinateur, mais si j'ai besoin de pouvoir discuter avec un collègue, il faut aussi que je puisse le faire depuis ma tablette, depuis mon téléphone, pas forcément être obligé de me mettre devant l'ordinateur. Alors, l'autre problématique de la mobilité, c'est l'application.
c'est bien beau de dire mobilité, ça fait rêver tout le monde. Hein. Toutes les entreprises se disent ouais, on va faire une stratégie mobile, on va mettre les emails sur les smartphones des utilisateurs. Donc ça, c'est un bon point de départ, mais en termes de productivité, c'est relativement limité. C'est-à-dire oui, on va regarder ces emails, on va peut-être y répondre un petit peu plus fréquemment, mais bon voilà quoi, ça s'arrête là. Et comme toutes les applications sont sous Windows, il y a peut-être une petite chance pour que vous en redéveloppiez certaines, pour qu'elles soient mobiles. Mais très vraisemblablement, l'entreprise elle ne va pas s'amuser à redévelopper toutes ces applications pour les rendre mobiles. C'est beaucoup trop compliqué, ça prendrait trop de temps, trop cher, trop de maintenance. Développer une application mobile, aujourd'hui, il faut la développer pour iOS, pour Windows Phone, pour Android, et pour les différentes versions, il faut maintenir, et quand ça change de version, il faut faire évoluer l'application, etc. Donc c'est quand même assez pénible. Donc l'autre solution, c'est de dire, tout ce qui existe déjà sur Windows, il faut l'amener sur le mobile. Et si on peut l'amener sur le mobile, on va pouvoir résoudre une grande partie de nos problématiques. Alors, certes, ça ne sera pas la solution idéale, parce que la solution idéale, ce serait de n'avoir que des applications mobiles, mais c'est malheureusement quelque chose de pas possible, et de manière assez pragmatique, c'est toujours mieux d'avoir une application Windows qu'on peut manipuler sur un device mobile, plutôt que de ne rien avoir du tout. Enfin, il y a quelque chose qui est aussi assez important, quand on parle mobilité, c'est l'expérience de l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Si on regarde, imaginez un petit peu mon utilisateur mobile. Aujourd'hui, si je veux qu'il ait accès à l'intranet dans l'entreprise, et de manière sécurisée, ça veut dire qu'il faut que je lui installe un client VPN, qu'il ouvre son client VPN, ensuite qu'il ouvre son navigateur. Alors de préférence, je vais demander à ce qu'il utilise un navigateur que moi je vais lui donner, qui soit sécurisé. Donc je vais lui donner un navigateur, donc il va ouvrir son navigateur et il va devoir saisir l'URL de son intranet pour y accéder. C'est pas super fluide. Ensuite, s'il veut accéder à une autre application, il faut qu'il sorte de ça, qu'il revienne, qu'il aille lancer son application et potentiellement qu'il se réauthentifie sur l'application, etc. Donc c'est des choses qu'on tolère relativement bien sur le PC parce que rentrer un mot de passe, ça va vite, Windows est capable d'en enregistrer un certain nombre et donc on s'en rend plus compte. Sur le téléphone mobile, c'est un peu plus désagréable, enfin on passe plus de temps à taper un mot de passe sur un téléphone que sur un PC. Donc il faut essayer de limiter ce genre de choses. Et donc c'est extrêmement important d'être capable de faire une intégration assez globale de pratiquement tout ça pour que mon utilisateur il lance une application qui va lui gérer toutes ces choses-là. Alors aujourd'hui sur le marché, vous avez des acteurs assez importants qui sont plus ou moins connus. Je pense que celui-là vous le connaissez, VMware, qui va être capable de vous faire des bureaux virtuels. Vous connaissez peut-être Good, qui connaissent, non? Good, ils sont connus parce qu'ils ont fait un client email sécurisé. Samsung a sorti Knox, qui est un petit peu un équivalent. Sur le MDM, je pense que je ne devais pas connaître AirWatch, Mobile Iron. C'est des solutions qui font de la gestion des terminaux mobiles. Cisco WebEx, vous connaissez. Juniper, vous avez peut-être entendu parler. F5, je pense pas. C'est vraiment ça, c'est des choses très réseau. C'est principalement ce qu'on va appeler des Application Delivery Controller. Donc c'est des choses qui vont gérer la passerelle SSL, le load balancing, le load balancing à travers différents data centers, etc., etc. Alors la vision de Citrix, c'est de se dire, mais intégrer, on sait que pour un utilisateur mobile, c'est essentiel d'intégrer tout ça. Donc on a, nous, décliné toutes nos technologies pour être capable de répondre à l'ensemble de tout ça. Donc ce qu'on va installer, ce que l'utilisateur va installer, c'est une appli qui s'appelle Works Home et qui va gérer l'authentification, qui va mettre en place la connexion SSL à travers des boîtiers réseau que l'on a dans notre gamme. Et puis on va être capable d'amener les applications et les bureaux Windows. Et on va avoir de la collaboration. Et tous ces éléments-là, on va être capable de les sécuriser, d'appliquer des restrictions, etc., etc., etc. Alors, concrètement, si je veux faire ça, si je veux être capable d'offrir toute la mobilité à mon utilisateur, mon point de départ, ça va être d'installer un petit client sur tous ces périphériques. Et chez nous, ça s'appelle le receiver.
Et ce receiver, il est disponible sur à peu près toutes les plateformes. Linux, Windows, Mac, iOS, toutes les versions, même Windows Phone. Même Windows Phone et même BlackBerry. C'est dire. Et évidemment, dans les navigateurs et sur Chrome OS. Quelle tête ça a, ce receiver? Sur un Mac, c'est assez simple. Vous avez un gros écran vert, c'est tout le temps vert, et vous avez une liste d'applications qui sont disponibles pour mon profil d'utilisateur. J'ai ici un petit plus, et ce petit plus, il va me donner accès à un catalogue d'applications qui sont disponibles pour mon service. Ça, c'est les applications auxquelles j'ai souscrit, celles que je suis amené à utiliser régulièrement. Et si j'ai besoin d'autres applications, je vais aller cliquer ici, et je vais avoir la liste des choses qui sont disponibles uniquement pour mon profil. Alors sur un PC, c'est pas mal parce que ça va être exactement la même chose, le même écran, le même accès au catalogue et exactement le même fonctionnement. Sur une tablette, exactement le même principe. Bon là les menus seront un petit peu adaptés au gros doigt, mais la logique est la même. Et sur un téléphone, on va retrouver exactement la même philosophie, alors avec une adaptation à l'écran, mais toujours la même logique des applications auxquelles j'ai souscrit, et la possibilité d'accéder à un catalogue. Alors ce qui est aussi très important, c'est que quand je souscris une application sur mon PC, je vais la retrouver, même si je me connecte depuis mon téléphone, depuis le PC de quelqu'un d'autre, depuis un navigateur ou n'importe quoi. C'est un concept qu'on appelle Follow Me Apps. Donc dès que j'ai identifié une application qui m'est utile, je vais la retrouver dans mon environnement Citrix, quel que soit le PC, le Mac, quel que soit ce que j'utilise. Dès que je vais me connecter, je vais récupérer tout ce qui m'intéresse. Alors pour que je sois efficace, il va falloir que j'ai mes applications. Et l'essentiel de mes applications, elle va être basée sur Windows. Donc il va falloir que je sois capable d'y accéder depuis mon périphérique mobile. Et Citrix travaille là-dessus depuis pratiquement 25 ans maintenant. Le produit qui est aujourd'hui le produit qui permet de faire tout ça s'appelle Xen Desktop. Et il va permettre donc d'envoyer une application ou tout un bureau Windows sur n'importe quoi, n'importe quel device. Alors je vais essayer de montrer le grand concept. L'idée, c'est qu'au lieu d'avoir mon système sur Windows, je vais l'enlever du PC et je vais aller le mettre dans le data center, dans des machines virtuelles. Et puis je vais utiliser toute la techno Citrix pour finalement reprendre et remettre à disposition ce qui s'exécute dans le data center sur mon PC, mais également sur mon laptop personnel, sur ma tablette, sur mon téléphone, etc. Et tout l'intérêt de la technologie Citrix, c'est de faire en sorte que ce qui se passe entre les deux ici, ça utilise un minimum de bandes passantes. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on peut être amené à faire ça au-delà de la mobilité? Il y a pas mal de scénarios en fait qui, en plus de l'aspect mobilité, en plus de la capacité à avoir l'application sur n'importe quel device, il y a plein de scénarios qui sont extrêmement utiles. On vient de parler de mobilité, accéder aux applications Windows sur n'importe quel device. Ça va même un peu plus loin puisque, je ne sais plus si j'ai les slides ici, mais globalement, on a développé des composants additionnels pour que quand vous développez votre application en .NET ou en Java, on va pouvoir rajouter quelques lignes de code très très basiques, très très simples, pour que votre application Windows qui s'exécute sur un serveur, elle puisse tirer parti des fonctionnalités de votre tablette ou de votre smartphone. Je vous donne un exemple, vous pouvez créer une application Windows très simple où l'utilisateur est censé rentrer une adresse. S'il utilise l'appli depuis son smartphone, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser le GPS de son smartphone pour envoyer les données dans l'application Windows qui s'exécute sur le serveur. S'il doit associer une photo, par exemple, à un dossier, un formulaire, on ne va pas lui demander de prendre la photo, de la télécharger, de la synchroniser, de la copier et puis ensuite de la mettre. On va directement pouvoir utiliser la caméra du téléphone et faire en quelque sorte un espèce de mapping et connecter la caméra directement dans l'application Windows. L'autre scénario, c'est une grande tendance en Europe et aux États-Unis, tout le monde en parle, on en parle un petit peu au Maroc aussi. Bring your own device, BYOD. L'idée, c'est que pour plaire à votre génération, les entreprises commencent à se dire que finalement,
on va gérer les PC de manière un petit peu différente. Et grâce à Citrix, on va pouvoir isoler l'environnement professionnel, on va le gérer dans le data center. Mais par contre, le device qui va afficher, on s'en fiche un peu, ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où ça peut être n'importe quoi, on peut dire à l'utilisateur, eh ben, choisis ce que tu veux. Tu veux un Mac? Prends un Mac. Donc c'est quelque chose qui se passe chez Citrix, où quand on arrive, on nous dit, bah, vous pouvez choisir, vous prenez un PC de Citrix, qu'on vous donne, ou alors on vous donne un chèque et vous vous débrouillez pendant 3 ans, on ne veut pas entendre parler de votre PC, ou de votre Mac, ou de votre tablette, vous faites ce que vous voulez. Alors on a un autre scénario, qui est sur la 3D et le design. Et en fait, pourquoi? Parce que les gens qui font de la 3D, ils ont un gros problème de propriété intellectuelle. Vous savez, la propriété intellectuelle, c'est attaché au piratage, tout ce qu'on fait qui n'est pas bien quand on est étudiant. Mais là, ces gens-là, vous pensez bien, c'est des gens qui travaillent chez Airbus, c'est des cabinets d'études, ils vont concevoir des pièces pour l'industrie, c'est des choses qui ont une valeur, dans la conception de la pièce, c'est énorme. S'ils se font voler ce genre de choses, par un concurrent, c'est juste dramatique. C'est des heures et des heures de travail qui sont perdues et ça donne des avantages aux concurrents. Donc c'est critique de pouvoir conserver et sécuriser cette donnée. Pour autant, quand c'est des cabinets d'études qui font ce travail-là, bah il faut qu'ils puissent aller présenter à leurs clients ce qu'ils ont fait. Donc il faut qu'ils puissent travailler de manière mobile. Donc travailler de manière mobile, on peut leur donner un super laptop super gonflé, plein de processeurs, de cartes graphiques, etc. Mais s'ils se le font voler, c'est très embêtant. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on va mettre des cartes spéciales dans les serveurs, des cartes 3D qui viennent de chez Nvidia en l'occurrence. Donc pas tout à fait les mêmes que celles que vous utilisez dans vos PC pour jouer, mais bon, pas très loin. Et on va faire marcher des applications 3D sur le PC et on va offrir un accès aux utilisateurs depuis leur tablette, depuis n'importe quoi, à ces PC dédiés et à ces cartes graphiques. Donc l'utilisateur, dans son environnement virtuel, il pourra avoir toute la puissance 3D. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer aujourd'hui un designer qui va être capable de faire tout son boulot sur un iPad. Et pourtant l'iPad, il n'a pas une carte 3D super performante, il ne va pas avoir AutoCAD ou des choses comme ça. Ben ça va être un scénario qui va être possible. Bon, les autres scénarios qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est l'accès à des applications métiers à distance. Donc aujourd'hui, j'ai été ce matin à l'ONEP, et ils me disaient, une de leurs problématiques, ils ont SAP, ils ont des gens qui vont faire des relevés, et ils ont besoin que ces gens utilisent SAP pour saisir des données, parce qu'autrement, c'est à chaque fois la feuille, et on passe la feuille à quelqu'un qui recopie dans le système, etc. Donc ils ont besoin d'accéder à distance à SAP. Donc l'accès à distance, c'est aussi un scénario qu'on sait faire. On prend l'application, on la publie et on l'envoie à travers le receiver sur n'importe quel périphérique. Et puis le dernier scénario qui est le plus courant en ce moment, c'est je remplace mon PC, parce que gérer des PC, enfin vous gérez un PC, peut-être 2 PC et 3 PC dans votre famille, mais quand vous imaginez un ministère qui a 3, 4, 5, 6 000 PC, avec des utilisateurs qui sont loin d'être aussi compétents que vous, pour la plupart, qui vont passer leur temps à vous appeler « ça marche plus, j'ai installé un truc, ça marche plus ». Si l'utilisateur est à côté de vous, vous allez lui mettre une claque derrière la tête, allez, il recommence pas, je te le répare. Mais s'il est à Agadir, bon, c'est un peu plus difficile, quoi. Donc c'est assez... c'est très pénible. Ça occupe énormément de temps aux équipes système de gérer un parc de PC aujourd'hui. J'étais en retard parce que j'étais retenu aux douanes. Aux douanes, ils ont 3000 PC et ils me disaient que, grosso modo, 40% du temps qui passe, c'est pour réparer les bêtises des utilisateurs sur les PC. Donc c'est juste du support basique sans intérêt. Et ça leur occupe pratiquement la moitié du temps. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que pour résoudre ça, la solution de base, c'est de dire on veut gérer de manière centralisée les PC. Donc on veut que tout le monde partage une même image de PC. Elle va être gérée de manière centralisée. Ensuite, suivant les cas, on va avoir besoin qu'elle s'exécute sur un PC portable si on n'a pas de connectivité. Donc pour ça, on va être capable de mettre ce qu'on appelle un hyperviseur client qu'on va installer à la place du système et puis qui va exécuter une machine virtuelle qui sera gérée ici. Puis cette même machine virtuelle, elle peut aussi servir à d'autres utilisateurs qui vont se connecter, qui vont avoir chacun leur machine virtuelle. Alors ça, c'est ce qu'on appelle VDI, vous en avez peut-être entendu parler. C'est très à la mode en ce moment. Tout le monde parle de remplacer le PC par du VDI, c'est Virtual Desktop Infrastructure. Et l'idée, c'est qu'en face de chaque utilisateur, je vais mettre une machine virtuelle. Facile.
Bon, c'est pas le plus efficace en même temps. On a d'autres façons de le faire. Vous avez certains utilisateurs qui aujourd'hui ont leur station de travail 3D, etc., qui a coûté une fortune, ils ne vont pas l'abandonner pour autant pour passer sur un autre mode. Donc ce qu'on va faire, c'est que la fameuse station de travail, on va aller la mettre dans le data center pour garder le contrôle, et puis par contre on va utiliser les technologies pour leur offrir un accès distant à cette machine-là, cette machine physique, et pas cette machine virtuelle. Et puis on a une autre technique qui s'appuie sur de la technologie que Citrix avait vendue à Microsoft, qui va consister en fait à connecter plusieurs utilisateurs simultanément sur un même serveur. Chaque utilisateur va avoir une session isolée, séparée, et chacun va pouvoir faire ce qu'il veut dans sa session, utiliser les applications qu'il veut, sans perturber les autres, mais sans pour autant avoir un système d'exploitation qui lui est dédié. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'offre Citrix, la capacité à délivrer des bureaux de différentes manières en fonction des contraintes, donc éventuellement avec des choses multi-écrans si nécessaire, mais dans certains cas, quand on a des gens qui ont un téléphone mobile, par exemple, on n'a pas envie de leur livrer un bureau complet, on veut leur livrer juste l'application. Et donc c'est ce qu'on pourra faire notamment avec ce mode qu'on appelle Hosted Shared Desktop. Alors, je vais vous reparler un petit peu plus de VDI, parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup entendu parler pour l'instant. Ça pourra venir, enfin, ça reviendra très certainement. Donc l'idée, c'est de vous décrire les différents modes et de vous donner quelques éléments de comparaison entre le VDI, qui permet d'amener un bureau à travers une machine virtuelle complète, et un mode qu'on appelle donc Hosted Shared, qui amène un bureau aussi complet, mais qui ne dédie pas une machine pour chaque utilisateur. Donc le premier pas dans le VDI, ça consiste à dire en face de chaque utilisateur, en gros je vais prendre son OS et puis je vais le mettre dans le data center. Ça c'est super facile à faire. Par contre c'est pas terrible parce que à gérer, j'ai autant d'images à gérer que j'ai d'utilisateurs. Et aujourd'hui, si nos amis aux douanes ils passent 40% de leur temps à gérer ça, ils vont peut-être gagner un peu de temps parce qu'ils n'auront plus à se déplacer sur les machines, mais ils auront toujours autant d'images à gérer. Et ça, c'est problématique. Chaque fois qu'ils doivent passer une mise à jour d'antivirus, il faut la passer sur 3000 images. Et c'est un peu compliqué. Donc l'idée, c'est de définir des profils d'utilisateurs et de virtualiser le profil de l'utilisateur. De cette manière, on va pouvoir réduire le nombre d'images. On va dire, voilà, on va créer une image pour les RH, une image pour la finance, une image pour, je sais pas quoi, le marketing. Et quand un utilisateur du marketing va se connecter, on va dire, tiens, on va prendre l'image de base du marketing, on va lui associer son profil, et hop, il va avoir son environnement. Donc ça, c'est pas mal, ça permet de réduire considérablement le nombre d'images. On va se retrouver avec une image par profil. L'autre technique, c'est une technologie qu'on a développée qui va consister à, en plus du profil, sortir la partie application du système. Donc c'est un peu plus que je prends le répertoire Office et je le mets ailleurs, parce que si vous faites ça, évidemment, l'application ne marchera plus. Mais dans la logique, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que je veux plus que mon application elle soit liée à mon système, et donc je vais la stocker dans un élément qu'on appelle le personal vdisk. Donc de cette manière, je vais avoir un système avec son antivirus, par exemple, et pour chaque utilisateur, je vais avoir un disque virtuel sur lequel il va stocker ses données et ses applications. Et donc si j'ai besoin de mettre à jour, moi l'administrateur système, quand j'ai besoin de mettre à jour le Windows, je le fais ici, je le fais une fois et c'est pour tout le monde. Et j'ai pas à me soucier de savoir si son application va marcher, pas marcher, je suis tranquille, c'est isolé. Je vais pas perturber. Alors dans le mode Hosted Shared, l'idée c'est qu'en fait on va avoir plusieurs utilisateurs qui vont se connecter en même temps sur le même serveur. Alors qui peut être virtuel, hein. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Mais du coup, on va avoir, je sais pas, 30, 50 utilisateurs qui ont un seul système d'exploitation qui est partagé. Donc ça veut dire que, grosso modo, vous allez avoir beaucoup moins de besoins en mémoire, en CPU et en disque, parce que c'est partagé. Donc il faut vous dire une chose, c'est que aujourd'hui, quand on a besoin de faire des bureaux virtuels, si on a une machine physique avec des caractéristiques précises, on peut mettre jusqu'à 10 fois plus d'utilisateurs dans ce mode-là, par rapport à du VDI traditionnel, par rapport aux 3 modes que je vous ai présentés jusqu'alors. Donc bien souvent, les grandes entreprises, quand elles ont beaucoup d'utilisateurs, elles vont favoriser ça. Alors évidemment, il y a quand même des limitations à ça.
C'est que là, mes utilisateurs, on ne va pas leur autoriser d'installer des applications, parce qu'on n'a pas envie que l'application qu'ils vont installer dans leur session aille perturber les autres, évidemment. Mais en théorie, dans les entreprises qui sont bien organisées, les utilisateurs, il y en a pratiquement aucun qui a les droits d'administration. Pratiquement aucun utilisateur peut installer d'application sur son PC, c'est rare. Donc du coup, c'est pas tellement gênant. Pour la plupart des utilisateurs, ils se rendront jamais compte qu'en fait, leur écran, il est pas connecté à une machine physique, mais que tout se passe ailleurs sur un serveur. Bon, je vais passer assez vite sur l'hyperviseur client, parce que c'est pas l'essentiel. Alors, ce qui est sympa avec l'hyperviseur client, c'est qu'il y a aussi une version pour Mac. Donc, quand il y a des directeurs d'entreprise qui arrivent du jour au lendemain, qui posent leur nouveau Mac sur la table et qui disent « Maintenant l'IT, débrouillez-vous, je veux que ça marche », pour l'IT, c'est un petit peu problématique parce que souvent, tout ce qui est authentification, c'est géré par Active Directory. Ah bah ouais, mais il n'y en a pas sur Mac. Et puis, toutes les applications que l'IT a déployées, Office, etc., c'est pour Windows, il n'y a rien pour Mac. Donc c'est un vrai problème. Donc là, l'intérêt, c'est que ils vont installer juste un hyperviseur sur le Mac, et puis l'utilisateur va récupérer sa machine virtuelle, et sa machine virtuelle va se synchroniser avec le data center. Donc tout ce qu'il va faire dans la machine virtuelle, ça va repartir dans le data center. Bon, l'architecture rapidement d'un bureau virtuel est très simple, le receiver. Le receiver, il va se connecter à une passerelle SSL, il va faire une authentification, puis il va accéder au catalogue. Et ce catalogue va récupérer auprès du contrôleur la liste des applications qui sont disponibles pour ce profil-là. Quand l'utilisateur décide de se connecter sur une application ou un bureau, le contrôleur il va regarder quels sont les serveurs qui sont disponibles, quel est celui qui est le moins chargé, et en fonction de ça, il va aller connecter l'utilisateur dessus. C'est assez facile à manager, c'est assez facile à gérer. En fait, il y a deux consoles, une pour publier les applications et les bureaux, et une qui est pour superviser, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est lent, etc., etc. Alors, comme on parle mobilité, un bureau Windows 7 sur un iPad, ça peut donner ça. Oui, on peut avoir Windows sur un iPad. En fait, il n'y a rien sur l'iPad, il y a juste un receiver qui amène l'image du bureau Windows qui s'exécute dans le data center. Le problème, c'est que là, vous voyez, le bureau Windows 7, même avec des petits doigts, c'est pas super pratique pour aller choisir une application. Donc en fait, on a aussi créé quelques packs de mobilité et on applique un skin automatiquement sur un bureau Windows pour redessiner le menu démarrer pour qu'il soit plus pratique à utiliser. Donc toutes les applications vont être facilement manipulables avec un doigt, ce qui n'est pas le cas à l'origine. De la même manière, dans les applications, quand on va détecter qu'il y a un formulaire ou quelque chose comme ça, automatiquement on va être capable de faire sortir le clavier natif du device. Donc là, l'exemple c'était avec un iPad, donc c'est le clavier de iOS, et on aurait le clavier natif d'Android sur Android. Alors, je vous ai déjà dit, ce qu'on était capable de faire sur de la mobilité, c'était d'utiliser les caractéristiques du client mobile dans l'application Windows qui s'exécute sur le serveur. Donc je vais pouvoir utiliser la caméra, le GPS, enfin les deux caméras en général maintenant, comme je veux, dans des applications qui n'ont pas forcément été écrites pour ça, mais qui ont été juste légèrement modifiées pour en bénéficier. Il y a un sujet qui revient souvent, c'est tout ce qui est voix sur IP, voix sur IP, vidéoconferencing. Et en fait, même à travers un bureau virtuel, on sait faire ça. On sait mettre des packs d'optimisation, que ce soit pour Microsoft Lync ou pour Cisco, pour faire en sorte qu'un utilisateur ne se rende pas compte que ce qu'il utilise c'est un bureau virtuel. Il va utiliser un bureau Windows pour lui et qu'il soit virtuel ou pas, il aura exactement le même rendu, même dans des applications de vidéoconférence. De la même manière, quand il va brancher sa clé USB, son imprimante, son scanner, même si son bureau n'est pas sur la machine, si le système ne s'exécute pas sur la machine, il faut qu'il ait l'impression que ça fonctionne de la même manière. Et donc on va avoir tout un tas de technologies pour faire du mapping de ports USB et pour optimiser les drivers d'imprimante, pour faire en sorte que j'ai beau être ici, je peux brancher une imprimante et mon bureau mon bureau virtuel qui s'exécute à Londres, il va être capable de mapper l'imprimante là-bas et dans mon Word qui est là-bas, quand je vais imprimer, ça va aller sur l'imprimante là-bas et sortir à côté de moi.
Alors je vais vous passer les quelques slides d'après, j'avais une petite vidéo. Vous voulez voir la vidéo, ça changera un peu. C'est les gens du marketing chez nous, ils sont super fiers parce qu'ils ont fait beaucoup de travail pour dire que c'est pas compliqué de mettre en place des bureaux virtuels. Et le grand compétiteur de Citrix sur les bureaux virtuels, c'est VMware, qui a un produit qui s'appelle View. Et VMware a toujours taclé Citrix en disant c'est trop compliqué, c'est impossible, personne n'y arrive. Et donc là, en fait, nos petits camarades, ils ont fait une petite vidéo qui illustre que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Peut-être je la garde pour la fin, parce que vous allez en avoir marre au bout d'un moment, donc que j'ai encore plein de choses à dire. On va aller vite et puis on en reparlera après si on a un peu de temps. Aujourd'hui, dans les entreprises, tout le monde parle aussi de cloud. Mobilité, oui, mais aussi cloud. Et la grande tendance, c'est... il y a quelques banques ici qui mettent en place des clouds privés. Tout le monde discute cloud public. Mais quelques-uns commencent à franchir le pas. Quelques-uns. Et la vraie question qui se pose, c'est comment est-ce que mon application, mon bureau virtuel, il va fonctionner dans le cloud. Alors en fait, on est en train de lancer une nouvelle version de XenDesktop qui va fonctionner dans différents modes. Sur un mode traditionnel où vous avez vos serveurs, sur un mode où vous avez votre cloud privé, et puis sur un mode où vous avez un cloud public. Et la grosse différence, c'est quoi? C'est quand vous avez votre infrastructure traditionnelle, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous dites, voilà, j'ai 3000 utilisateurs, si je fais du VDI, il faut que je mette en route 3000 machines virtuelles pour que chaque utilisateur puisse se connecter et avoir sa machine virtuelle. Problème, c'est que de temps en temps, suivant les sociétés, vous avez des gens qui viennent travailler, des prestataires, des choses comme ça, des gens, des intérimaires qui vont venir et pendant 3 mois, ils ont besoin d'un PC, puis après, ils n'en ont plus besoin. Donc, est-ce que vous allez acheter plus de serveurs pour pouvoir leur donner des machines virtuelles ou pas? Pas sûr. Donc, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Donc, grosso modo, vous allez sur un portail, vous cliquez, et hop, on vous crée la machine virtuelle. Donc, aujourd'hui, notre produit XenDesktop, il est capable de parler avec les plateformes de cloud privées, mais également avec les plateformes de cloud publiques. Donc, vous allez être capable de dire, je mets en place mes bureaux virtuels pour mon entreprise, et le jour où j'ai des intérimaires qui viennent et j'ai besoin de leur donner un bureau, des prestataires ou n'importe quoi, j'ai besoin de leur donner un environnement, je ne vais pas m'embêter à acheter des serveurs supplémentaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller consommer du service chez Amazon, chez Windows Azure, pour provisionner automatiquement une machine virtuelle comme je le veux, un environnement comme je le veux, conforme à ce que je veux, mais qui s'exécutera là-bas. Et dès qu'il a fini, boum, je l'arrête. J'efface la machine virtuelle, terminé, j'arrête de payer. Donc à la limite, vous pouvez quasiment dire que votre machine virtuelle, vous allez la payer uniquement pour les 8 heures pendant lesquelles votre utilisateur travaille. Alors j'exagère parce qu'on va peut-être lui donner un peu plus que ça, mais vous n'allez la payer que pendant la durée d'utilisation. Donc ça va offrir des nouveaux scénarios d'utilisation. La première tendance, c'est qu'au lieu d'acheter de l'infrastructure pour héberger vos bureaux virtuels, vous allez payer sous forme de location. Alors en fait, on parle souvent de CAPEX et OPEX, c'est pour opposer du capital, de l'investissement. Donc là, on achète des machines. Le problème, c'est que les machines, au bout de 3 ans, elles sont obsolètes, enfin vous connaissez l'histoire. Mais l'investissement, il faut l'amortir sur 5 ans, donc comptablement, c'est un peu compliqué. Et on oppose ça à des frais opérationnels, des OPEX. Les OPEX, c'est des loyers qu'on paye tous les mois ou des choses comme ça. Et payer des loyers, des choses comme ça, c'est toujours plus facile que payer des investissements et un amortissement. Parce que l'opérationnel, c'est comme mon téléphone, quand j'arrête de m'en servir, j'arrête de payer, point, quoi. Si je veux arrêter mon abonnement, j'arrête, c'est fini. L'autre scénario, c'est que quand je veux grossir assez vite, je n'ai pas forcément les moyens d'investir tout de suite dans une grosse infrastructure, donc je peux acheter juste les fondamentaux pour mes besoins initiaux, et puis ensuite, avant d'investir dans un nouveau data center, des nouveaux serveurs, je vais pouvoir utiliser des prestataires comme Amazon ou Azure pour supporter ma croissance sans avoir des investissements forts à faire, puisque dès l'instant où j'arrête d'utiliser leurs services, j'arrête de payer. Alors, est-ce que vous connaissez les... Non, je pense pas. Il faut savoir que dans le cloud, vous avez 2 façons de penser un cloud, public, privé. Vous avez un mode
très traditionnel, qui est basé sur de la virtualisation, et qui part d'un point de départ, enfin d'un postulat de base qui est « ça va fonctionner ». La logique, c'est de se dire « ça va fonctionner ». Mon serveur, il va fonctionner. Peut-être que 95% du temps, donc pour ces 5%, je vais créer un cluster, je vais mettre un deuxième serveur qui assurera là. Mais le point de départ, c'est je conçois mon application, je conçois mon environnement parce que je sais que ça va fonctionner la plupart du temps. Et par opposition du cloud, je ne sais pas si certains d'entre vous ont commencé à développer des applications sur Windows Azure, mais ce qu'on vous dit quand vous faites du développement sur Windows Azure, c'est que vous devez concevoir votre application en ayant en tête qu'à n'importe quel moment, votre machine virtuelle pourrait s'arrêter. Et en pratique, c'est pas pourrait, c'est va s'arrêter. Pas forcément parce qu'elle va planter, mais parce que pour des raisons de maintenance, elle va être arrêtée, déplacée, changée, mise à jour, etc. Donc toute la logique d'un cloud, c'est de dire vous allez créer en fait un espèce de modèle de machine virtuelle, et vous allez dire j'en ai besoin de 4 qui doivent fonctionner en même temps. Mais l'application que vous allez mettre sur ces machines virtuelles, vous devez la concevoir en vous disant la machine à un instant donné va s'arrêter. Donc il va falloir que je mette en place des mécaniques pour que le traitement continue sur d'autres machines. Donc si vous dites à Windows Azure j'ai besoin de 4 machines virtuelles, ils vont vous garantir que vous aurez 4 machines virtuelles tout le temps. Ils ne vont pas vous garantir que ça sera les 4 mêmes tout le temps. Donc vos applications doivent être pensées pour ça.